remercie de votre fidélité. Kiosque de ce mardi 31 mai. Nous sommes à la fin du mois. On commence avec cette triste nouvelle. Première nuit de détention pour notre confrère Yves Bouya. Après avoir passé 3 jours en garde à vue au niveau du parquet, au niveau du cachot du parquet près le TGI de la Gombe, notre confrère Yves Bouya a été transféré hier au CPRK ici à Kinshasa. Son plaignant reste donc le présentateur de l'émission Bossolo Israël Mutombo qui accuse Yves Bouya de diffamation. Silence radio jusque-là du côté de la corporation. Mais hier, c'est le ministre porte-parole qui s'était montré indigné vis-à-vis de cette attitude de ce présentateur de l'émission Bossolo. Patrick Mouyaya a dit attend s'impliquer personnellement pour le dénouement dans cette affaire. Vague de condamnation au niveau de la confrérie des journalistes qui en appelle à ces présentateurs de l'émission de pouvoir traiter cette affaire comme des confrères. Autre sujet d'actualité ce matin, il ne nous reste plus que 15 jours pour la clôture de la session de mars. C'est dans quelques 2 semaines. Toujours pas l'adoption de la loi électorale, ce document qui a été transmis à la commission PAJ de l'Assemblée nationale. Nous apprenons depuis ce matin que la commission Cherambata va pouvoir remettre sa copie aujourd'hui à la plénière en vue du vote article par article de cette proposition de loi. D'ailleurs, colonne vertébrale en vue du parachèvement du processus électoral. Vous le savez, il y a quelques jours, le patron de la MONUSCO, la patronne de la MONUSCO, Bintou Keïta, avait saisi le présidium de la Mouka. Personnellement, le président du MLC, Jean-Pierre Bemba, le chef du gouvernement, Saman Kone, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, Bahati et Mbosoko Diamponga, tout comme le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya. Bintou Keïta réclamait plus de la transparence, plus de la publication du résultat bureau de vote par bureau de vote. Vous le savez, cet amendement a été rejeté donc par les députés membres de l'Union sacrée. Nous apprenons qu'au niveau même de la PAJ, il y a eu des débats internes sur la question du maintien ou pas du seuil électoral. Il y a une grande majorité au niveau de la PAJ qui s'est dégagée en faveur du rejet de la proportionnelle au profit donc de ce que Kabila, avec sa majorité d'hier, avait institué comme seuil de représentativité. La question de l'Est du pays, que des appels, un mouvement, un sentiment anti-rwandais à Kinshasa, tout comme anti-Kigali dans l'ensemble du pays, des appels à des sit-ins, mais aussi des appels au soutien aux forces armées de la République qui sont engagées dans des opérations à l'est du pays. La question, elle est prise à bras-le-corps par les patrons de l'Union africaine, les Sénégalais Macky Sall, qui se réjouit d'avoir eu au téléphone le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et son homologue rwandais, Paul Kagame, pendant que Kinshasa accuse Kigali de pouvoir agresser son territoire. Le président Macky Sall a demandé donc à son homologue angolais, João Lourenço, de pouvoir engager des discussions directes entre Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame. Quelle posture dans ces négociations directes pour Kinshasa? On va en parler tout à l'heure dans cette émission. Djenit Kanina, bonjour, bienvenue. Bonjour Serge Kabongo, bonjour à mon co-débatteur, merci beaucoup pour l'invitation. Et si vous permettez, oui, j'aimerais d'entrée des jeux saluer la mémoire. Je suis éprouvé, mais puisque la nation nous réclame, on est obligé d'être là. J'ai perdu un beau-frère très proche à moi, Dani Badibanga Moussoungaï, décédé en Afrique du Sud. Le deuil se tient ici à Kinshasa, au quartier, sur l'avenue Prison, dans le quartier Ndolo, ici à Barumbu. Donc, vraiment une pensée pieuse en sa mémoire, Dani Moussoungaï, qui nous quitte à fleur d'âge. Très bien, merci beaucoup, cher Djenit Kalinda. Allez, Dani, repos éternel à vous. En face de Djenit Kalinda, d'ailleurs je n'avais pas noté son nom, c'est pas grave. Djenit Kalinda, vous avez 12 Josué Beledou. Bonjour Dou. Bonjour Serge, bonjour à Djenit vous, Kalinda et merci de l'invitation. Allez, rapidement. Mes condoléances aussi à Djenit Kalinda. Merci. Allez, on va parler actualité ce matin. On attend la loi électorale, hein. Jusque-là, par plus de 2 semaines au niveau de la PAJ. Apparemment, il y a des questions sur lesquelles on ne sait pas se mettre d'accord, que ce soit au sein de l'Union sacrée d'abord et avec l'opposition qui est le FCC resté fidèle à Joseph Kabila. Naturellement, c'était prévisible dans le contexte
actuelle, nous pensons que ça ne pouvait pas faire l'unanimité. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a déjà eu une loi qui a fait l'unanimité, mais ce qui est important maintenant à savoir, c'est que nous courons derrière le temps. Je pense que les députés nationaux devront s'assumer. Il faudra compter avec la voix de la majorité pour pouvoir avancer parce qu'ils ne se mettront jamais d'accord sur des questions liées par exemple à la représentation. Parce que si vous regardez les revendications du FCC aujourd'hui, c'est lié d'abord au contrôle du bureau de la CENI. C'est d'abord ça l'enjeu. On parle d'un consensus en dehors des institutions. Oui, donc ils veulent un consensus en dehors des institutions, c'est-à-dire organiser un dialogue pour voir, bon, finalement, alors que nous savons qu'il y a des membres du FCC qui font partie du bureau de la CENI, mais bon, malheureusement, ils ne se mettent pas d'accord sur la présence de ceux-là. Ils pensent qu'ils ne sont pas FCC, c'est des transfuges, donc ils ne sont pas FCC, alors que ceux-là se reconnaissent comme kabylistes. Ils se reconnaissent de la famille FCC Kabila. Donc c'est tout ça que moi je pense être à la base de ce blocage, mais nous ne pouvons pas, la nation ne peut pas être bloquée à cause de ça. À un certain moment, il faudrait que ceux qui constituent la majorité décident d'avancer, n'en déplaise à ceux qui sont dans la minorité qu'on a voulu écouter. Ça fait quoi d'avoir une loi électorale qui, comme Bintou Keïta a dit, c'est la colonne vertébrale en vue du parachemin du processus électoral, que cette loi soit débattue, votée et promulguée sans l'apport de l'opposition qui est appelée demain à compétir à ces différents critères. Il vous souviendra, Serge Kabongo, que depuis la nuit des temps, dans ce pays, l'opposition n'a jamais validé la loi électorale. Ça a toujours été comme ça. Quand vous regardez la précédente loi électorale, l'opposition à l'époque avec Félix Tshisekedi et les autres, ils étaient toujours dehors. Et je me souviens bien. À l'époque, vous demandiez au FCC d'écouter la voix de l'IDPS qui était dans l'opposition. Effectivement. Mais c'est que vous ne faites pas aujourd'hui. Je me souviens qu'à l'époque, le FCC, à l'époque l'AMP, faisait bail aux autres. Quand ils sortaient, on leur disait IDPS, oui, tout ça, on leur disait bail, dans une manière de dire ok, allez-vous-en, même sans vous, nous pouvons avancer. Bon, je n'encourage pas cela. Mais le problème ici, c'est le temps. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut un large consensus. Je suis de cet avis. Mais face au blocage, quand les gens refusent d'avancer, moi, quelque part, je commence à me dire, mais est-ce que ce n'était pas les jeux du FCC finalement pour bloquer la machine? Ils se disent, ok, on envoie d'abord une partie, une frange à être déjà dans le bureau et les autres restent dehors. Et comme ça, si ils acceptent nos revendications, nous pouvons avoir encore une large représentativité dans le bureau. Mais si ils ne nous écoutent pas et que nous disons que nous sommes dehors, mais au moins nous aurons nos antennes à l'intérieur. Est-ce que ce n'était pas la stratégie du FCC? Parce qu'en politique, en tout cas, tout est pensable. Alors, si c'est le cas, je crois qu'ici, il faudra faire avancer les choses par rapport au temps qui reste à atteindre 2023. Donc nous ne pouvons pas continuer à attendre une loi électorale sous examen qui se fait attendre à cause de divergences au niveau des familles politiques. Il faudra avancer avec la majorité. Beledou, il n'y a pas que de divergences entre l'FCC et l'Union Sacrée. J'ai comme l'impression, j'ai ouï dire aussi qu'au sein de l'Union Sacrée, il y a des options qui ne mettent pas tout le monde d'accord. Par exemple, il y a ceux qui estiment, avec cette nouvelle proposition de G13, qu'on puisse privilégier la proportionnelle en les places du seuil, mais on apprend qu'au niveau de la PAJ, Mbata et Loumane et les autres disent niet, on garde le seuil. Il y a par exemple la question sur la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. L'ONI a écrit même au présidium de l'AMUCA. Donc le vrai problème, ce n'est pas qu'avec l'FCC. Le problème aussi, c'est des options internes au sein de l'Union Sacrée à lever. Oui, justement, il faudrait lever des options et les bonnes options s'agissant de cette loi électorale, mais pour les réformes au niveau des institutions ou en dehors des institutions, moi je crois que c'est logique
à ce stade des choses que l'on reste dans le contexte du Parlement, de l'Assemblée nationale. Ils avaient refusé même ces réformes hier. Les consensus dont il s'agit ici, ce que les gens veulent simplement, c'est les contrôles justement de l'appareil électoral. Ce n'est que ça. Mais pourtant, tout devrait en principe, logiquement, se faire au niveau de l'Assemblée nationale pour que les choses évoluent. Mais les réformes dont vous faites allusion ici, c'est très important. Il faudrait remettre par exemple en surface la question des bureaux par bureau lorsque on aura ces élections prochaines, parce que c'est très important. Vous avez vu tout ce qu'il y a eu après les précédentes les élections passées, et il est tellement important de revoir ces questions-là, et je crois que l'opposition ne va pas bloquer la machine. Jenny Kadinda l'a dit, on l'a vu les années antérieures avec les législatures passées, ça n'a jamais été un blocage, ça n'a jamais constitué un blocage des boycotts de l'opposition. Mais moi, ce qui m'inquiète par contre, Serge, c'est au-delà même de réformes qui se font actuellement au niveau de l'Assemblée, mais c'est sur la suite des élections et la tenue des élections en 2023. Je suis déjà en train de réfléchir et je pense que c'est une hypothèse qui sera probablement plausible au regard des indicateurs. Vous savez, lorsque vous interrogez Kadima par exemple, il vous dit les ministères des Finances nous octroie les frais de fonctionnement. Il faut parler en termes du gouvernement. Le gouvernement. Il ne faut pas singulariser l'affaire. Le gouvernement nous donne les frais de fonctionnement. Mais le gouvernement ne nous donne pas les frais d'opération. Or, ces frais d'opération devraient nous les donner de manière anticipative. Très bien. Écoutez, nous en sommes à une année et pratiquement 6 ou 7 mois des élections de 2023. Mais il faudrait revoir la question des machines à voter. On vous dit par exemple... La cartographie, la question est finie. On vous dit, je prends d'abord un pan. Les machines à voter, puisqu'on doit y aller avec. Mais on vous dit par exemple 50% des machines à voter sont en état défectueuse. Mais il faut, en état défectueux, il faudrait ce frais d'opération justement qui va permettre à la CENI de lancer l'appel d'offres et s'octroyer des machines. Et les délais, les temps n'est pas notre allié. L'expérimenter, les déployer, former les agents. C'est là où je donne raison à mon ami qui amène les cartes et les délais pour rappeler les délais pour la tenue des élections. Faye Nico. Il faudrait y penser maintenant. La CENI alerte. Vous pensez que nous sommes en retard? Nous sommes en retard, Serge. En principe, s'agissant de la question mais ça ne met personne de la cartographie. Mais justement, mais les glissements, nous allons droit vers les glissements. Kazadi l'avait dit en son temps, et le président de la CENI, Kadima, excusez-moi, il était très mal compris lorsqu'il vous disait par exemple que lorsque les ministères des Finances affirment nous avoir donné suffisamment de moyens pour démarrer les opérations électorales, le ministre n'a pas dit la vérité. En principe, l'argent pour le fonctionnement arrive à temps et à l'heure, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas l'argent du fonctionnement qui va permettre à ce que les opérations soient... Jusque-là, tout ce que la CENI possède en termes de commandes, ce n'est que les véhicules. Il y a eu un appel d'offres, et il y a un appel d'offres, vous avez entendu tout ce qu'il y a eu après, mais après plus rien. Mais il faut qu'il y ait une cartographie, etc. Mais la machine est bloquée. Depuis Serge, je termine par là. Pardon, je termine par là. Oui. Les frais d'opération qui devraient être payés de manière anticipative, ceux du mois de mars, avril jusqu'à mai 2022, ça représente environ 66 millions de dollars que la CENI avait demandé. Jusque-là, cet argent n'est pas versé dans la caisse de la Commission électorale nationale. Mais nous avons dit qu'on a mobilisé près des milliards. Mais justement, c'est ça le problème. Qu'est-ce qui bloque? C'est ainsi qu'il faudrait, moi je pense, à mon humble avis, il faudrait s'interroger et poser la question à notre ministre national des Finances et de l'économie. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a l'impression justement que ce blocage trace un chemin au glissement. Et ces glissements-là, généralement, amènent les chaos au pays. Il faut en alerter aujourd'hui. Je refuse de croire à ce que ça soit un complot comme Jésus les refuse aussi, pour que nous puissions aller à un glissement. Quand des informations comme ça aussi si graves, la CENI peut-être ne sait pas les dire, mais c'est un journaliste qui parle avec les uns et les autres, met ça sur la place publique, la CENI n'a pas de frais pour les opérations. Je crains fort que ce soit un glissement au premier mandat de Félix, ça risque encore d'éterniser davantage la lutte et le combat des leaders de presse. Bon, ça ne répond pas à un schéma ou à une logique, malgré les assurances du Sam Aloukonde. Voilà pourquoi je voudrais, pour ne pas vous monopoliser la parole, couper et contredire un peu tout Jésus. Nous étions avec les premiers ministres au déjeuner de la presse. Le Premier ministre nous a dit, ici et maintenant, qu'il n'y aura pas de glissement, malgré la mutualisation. Je ne sais pas si c'est la mutualisation qui va poser problème. Bon, Serge Kabongo, je me mets un peu, j'essaye de me mettre dans la peau du Premier ministre. Lorsque je suis devant
les priorités, je pense que ce qui est rationnel serait de voir, oui, j'ai 5 priorités devant moi, mais quelle est la priorité des priorités? Nous sommes dans un pays où tout est prioritaire. Voilà, tout est prioritaire dans ce pays. Lorsque nous allons parler de la situation sécuritaire dans l'Est du Congo, c'est une priorité. L'organisation des élections, c'est une priorité. Le social, c'est une priorité. Donc, comme vous l'avez dit, tout est priorité. Mais par rapport à toutes ces priorités, si je suis Premier ministre, je regarde au regard de ce que j'ai comme mobilisation des recettes, je me dis où se trouve la priorité des priorités. C'est vrai qu'il faut acheter des machines. Est-ce que ces machines, pour les utiliser ou pour amener les gens à les connaître, et tout ça, former et tout, ça prend combien de temps? Ok, bon, ça prend 6 mois. Est-ce que dans les 6 mois, nous sommes prêts au regard de tous les paramètres, notamment les paramètres légaux, les paramètres économiques, les paramètres logistiques, tout ça, est-ce que nous sommes en mesure d'organiser les élections en 6 mois ou en 10 mois? Mais est-ce que les moyens que j'ai aujourd'hui ne peuvent pas, par exemple, être mis à la disposition de l'armée ou de la police pour juguler, par exemple, les marches, contenir, tout ça? C'est aussi ça. Moi, j'essaie d'analyser. Un budget de 10 milliards. Mais maintenant, oui. Un budget de 10 milliards, vous dites que vous ne pouvez pas organiser les élections pendant que vous vous vantez en disant que vous avez eu des milliards, pendant que Kabila vous a laissé avec 4 milliards et il a organisé ces élections-là. Non, une chose est vraie. Qui en emportera la responsabilité? Une chose est vraie, Serge Kabongo. Lorsqu'on parle d'un budget de 10 milliards, j'ai toujours aimé quand les économistes expliquent cela, ce n'est pas de l'argent qu'on a stocké quelque part. Non. Mais tout comme 10 milliards, quand on parlait de 4 milliards, ce n'était pas que de l'argent stocké. C'est en termes de prévision, de mobilisation. Et même ça si, peut ou n'est pas à atteindre. S'il faut qu'on parle de l'organisation des élections par Joseph Kabila, tous on sait, enfin les journalistes avertis savent où est-ce que Kabila avait trouvé près d'1 milliard pour organiser les élections. Ce n'était pas dans le budget. C'était pas dans le budget, ça c'est connu d'un certain nombre de personnes. Donc Kabila n'a pas puisé véritablement dans le budget de l'État. C'est l'argent qui a été ponctionné quelque part. Donc là n'est pas vraiment le vrai. Le vrai débat aujourd'hui, c'est que lorsque nous disons que nous avons un budget pour l'exercice 2022 qui s'élève à 11 milliards de dollars américains, ça signifie que c'est des prévisions. On sait que la DGI va nous ramener autant, la DGRAD va nous amener autant, et on fait la somme, ça nous fait 11 milliards. Est-ce que vous êtes inquiet quant à la perspective de la non-tenue des élections dans les délais? Parce qu'aujourd'hui, la question du respect du délai constitutionnel fait partie du bilan pour un président de la République. Je suis très inquiet, Serge Kabongo. Pourquoi? Parce que moi, la question que je me suis toujours posée, c'est celle de savoir, est-ce que les opérateurs politiques congolais d'aujourd'hui sont prêts pour les élections de 2023? Je me suis toujours posé cette question-là. Est-ce que l'UDPS est prête pour les élections de 2023? Est-ce que le PPRD est prêt pour les élections de 2023? Les CID, ainsi de suite. Quel est ce parti? Oui. Parce qu'il faut voir le problème dans tous les volets. Oui. Quel est ce parti? Nous sommes à quelques mois des élections. 2023, c'est pas dans 3 ans. 2023, c'est déjà l'année prochaine. Quel est ce parti qui nous a déjà présenté ses candidats aux élections? Le problème est peut-être mal posé, vous gardez le micro. Les élections ne sont pas un bien de la classe politique. Les élections, c'est-à-dire on remet au peuple souverain qui vous a dit 5 ans après, vous revenez vers nous, nous allons soit vous renouveler, soit passer les faillons à quelqu'un d'autre. Que ce soit Fayoulou qui soit prêt, que ce soit Katumbi ou Moïse, Tshisekedi qui ne soit pas prêt, ce n'est pas leur affaire. Les élections, c'est une affaire du peuple. Non, moi je ne suis pas d'accord avec vous, Serge Kabongo. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec vous. Si Fayoulou n'est pas prêt, Tshisekedi n'est pas prêt, Moïse n'est pas prêt, on ne va pas organiser les élections. Quelle est cette élection-là? Quelle est cette élection-là qu'on peut organiser sans candidat? Mais je vous dis, ça n'a pas de sens. On donne au peuple le pouvoir et le peuple va constater. Le peuple va prendre le pouvoir de décider sur qui. Parce qu'il faut qu'il y ait des candidats. Donc si Fayoulou n'est pas candidat,
Vous pensez que Tshisekedi n'est pas candidat, le peuple ne peut pas voter quelqu'un. La constitution de la République démocratique du Congo est claire. Le cycle électoral, les délais est défini dans cette constitution. C'est un faux débat. Les élections ne s'organisent pas selon les humeurs des politiques. Non. Non. Les élections, le délai, il est constitutionnel. La constitution est claire. Les mandats du président de la République en RDC est de 5 années. S'il y a candidat ou pas, nous allons les constater. Vous allez les constater. Et donc, ça c'est logique. Mais moi, des inquiétudes sont fondées, Serge Kabongo. Vous savez, c'est vrai, tous les secteurs sont prioritaires, mais la question électorale, elle est également prioritaire parce que c'est une question qui divise et qui crée des crises politiques, sociologiques, etc., économiques Donc, il faut faire l'économie des crises en amont. Je vais aller crescendo. Première étape. Vous savez qu'il y a un défi à relever, Serge Kabongo. Lequel? Le défi, c'est Kabila, avec son régime, a su organiser les élections avec les financements propres de la RDC, le fonds propre, sur le plan technique et sur le plan financier. Ça, c'est un défi. Et Tshisekedi, à travers son gouvernement, a pris l'engagement. Il ne faudrait pas faire l'apologie de la démagogie ici. Tshisekedi a pris l'engagement d'organiser des élections sur financement propre, avec son gouvernement. Et donc, nous en sommes capables, justement, avec la prouesse que vient de faire la DG, etc., comme vous l'avez inventé ici. Mais là où mon inquiétude se pose, justement, c'est lorsque le président de la CENI, qui se trouve être le technicien des élections, vous dit clairement, il a dit avant, il y a eu cette altercation avec le ministre des Finances. Il nous a réunis aussi il y a 2 semaines avec la presse. Lorsqu'il vous a clairement dit, j'ai l'argent des fonctionnements, je n'ai pas l'argent des opérations. Mais là où je n'aimerais pas revenir sur ce que je dis. Mon inquiétude, c'est quoi? Mon inquiétude, c'est il faut constituer le fichier électoral. Il faut procéder par l'enrôlement. Mais ces opérations, ce sont des opérations d'envergure. Il faut constituer un fichier électoral. Mais ces opérations ne se font pas une année seulement. C'est au-delà d'une année. On l'a vu. On l'a vu. Il y a eu une réunion conjointe entre l'ONIP, le ministère de l'Intérieur, la CENI. On vous a dit qu'il faudrait au moins aller dans près d'une année pour organiser cela. Alors, s'il faudrait s'en tenir aux éléments techniques avec la machine à voter, etc., il faut déployer. D'ailleurs, s'agissant de la cartographie, Serge, vous savez que cette cartographie léguée par les élections passées, c'est une cartographie pratiquement biaisée. Renseignez-vous dans le... Politique d'ailleurs. Politique. On vous dit par exemple qu'il y a autant de bureaux de vote dans l'Est du pays, mais il n'y en a pas au niveau de l'Équateur, par exemple, dans les grands Équateurs. Qu'est-ce qui a fait cela? On prend par exemple, dans les grands Équateurs, on prend les bureaux, on les met à des kilomètres et des kilomètres. Pour décourager les électeurs. Serge Kabongo, pour aller voter chez toi à Ibenge, je crois, il faut faire 50 kilomètres. Mais les mamans sont fatiguées, etc. Les enfants, les gens sont découragés. Mais dans l'Est du pays, par exemple, on concentre les bureaux et les gens ont la facilité de voter. Et du coup, on a un fichier plus important. Donc, il faut revoir ce travail. Il faut revoir ce travail, poser la question à la CENI. La CENI vous dira effectivement que cela a été biaisé pour des fins justement électoralistes. Et donc c'est un travail qui ne se fait pas en 2 jours, en 4 jours, en 1 mois, en 6 mois, en 1 année. C'est un travail qui devrait commencer à se faire maintenant. Et puisqu'on vous dit que depuis le mois de mars, avril, mai, nous n'avons pas constitué, nous n'avons pas reçu du ministre des Finances, Kazadi, les budgets de 66 millions de dollars pour démarrer les opérations maintenant afin d'avoir les élections dans le délai. Serge, ça devrait nous inquiéter. C'est ainsi que je dis, il en va de la question de la souveraineté du pays. Moi, je n'aimerais pas voir demain, en 2023, vers le mois de mars ou le mois d'avril, voir la CENI faire appel, ou le gouvernement congolais faire appel, un appel à l'Europe, à l'Europe ou aux Américains pour une assistance financière ou une assistance technique. Je n'en veux pas. Parce qu'ils vont vous donner, imposer leur dictat, et ça va nous amener dans une crise qui ne dira pas son nom. Ce sont des inquiétudes fondées. Nous devons en parler à une voix intelligible. Il faut que les ministres des Finances, qui se vantent d'avoir fait des prouesses au niveau de la mobilisation des recettes, et d'ailleurs je l'en félicite, il faut octroyer le moyen, maintenant pas demain, à la CENI, pour que nous aurons les élections dans le délai. Sinon, j'ai l'impression qu'il y a un schéma caché derrière ça. Très bien. Merci à tous Jésus Bélédou pour cette belle analyse, complétée, un peu réajustée par celle de Dienit Kanina, l'ami du changement, cher ami. Allez, on va aller à l'est du pays. La question de la guerre, Kinshasa, qui accuse Kigali de pouvoir agresser son territoire. Mouyaya l'a redit hier lors du briefing avec la presse à la radio-télévision nationale congolaise. Apparemment, les syntagmes a changé, la rhétorique aussi a changé. Mais c'est l'Union africaine. Je ne sais pas si vous avez suivi Macky Sall, qui dit avoir échangé au téléphone avec Paul Kagame et le président Félix Antoine Tshisekedi, et qu'il avait encouragé
le président João Lourenço de l'Angola d'engager des discussions directes entre les deux chefs d'État, entre les deux capitales, discussions sur les accusations de Kinshasa, bien évidemment, hein, qui accuse Kigali de l'agression sur son territoire. J'avais l'impression que ça n'avait fait que tarder, Serge, le fait que Kinshasa n'arrivait pas justement à s'autodéterminer et à le dire à une voix intelligible au niveau national et international que l'agresseur était le Rwanda. Je trouvais un peu notre ministre tergiversé sur la question. Heureusement que le Tundula avait pris les taureaux et son courage entre ses deux mains. Il a dit lors des assises des Malabo que l'agresseur c'était le Rwanda qui était dans la peau du M23. Et il a encore redit à New York devant la communauté internationale que l'agresseur justement de la RDC actuellement c'est le Rwanda. Mais ça n'a fait que tarder, Serge. On l'a vu avec le Rwanda. Le Rwandais Paul Kagame, lui, devant ses militaires, je ne sais pas, on a vu même une vidéo virale sur la toile, il dit clairement que le pays, le Rwanda est petit. Nous savons que le FDLR sont soutenus par le gouvernement congolais pour déstabiliser le Rwanda et que nous allons faire la guerre dans cette partie du pays. En fait, en réalité, le Rwandais ont déclaré officiellement la guerre à la RDC. Et ils cherchaient simplement des assises pour le faire. Et aujourd'hui, il est clairement établi que nous sommes dans un État, agressé. Et dans un État agressé, Serge Kabongo, l'attitude du gouvernement, l'attitude des citoyens, l'attitude même des partenaires et des médias doit changer. Je commence par interpeller sur le plan moral ce qui se passe dans ce pays. Et heureusement, Mouyayela a aussi dit hier à une voix intelligible enfin que la RDC, le Rwanda justement, et on devait prendre des mesures d'un État qui se défend face à l'agresseur. Et il faut faire des mesures de rétorsion. Et moi, je crois qu'il y a une faiblesse lorsque, par exemple, on dit qu'il faut convoquer Kakarega. Non, cette convocation n'a fait que trop durer. Il faut révoquer l'ambassadeur rwandais Karega. Il a été cité dans plusieurs salles. Expulsé, vous voulez parler? Expulsé, j'ai dit expulsé, Serge. On a vu avec le mouvement citoyen Filimbi et les autres qui dénonçaient plusieurs fois les prises de parole qui mettaient en mal les intérêts du pays, etc. Je crois que nous sommes arrivés à une ligne rouge, franchise. Et nous devons, franchir plutôt, nous devons maintenant mettre des batteries en marche pour justement prendre des mesures. C'est une première depuis que nous avons commencé. Oui. Et c'est une première avec ça, c'est le premier élément. Voilà, ouais. Le deuxième élément, l'attitude même des Congolais. Serge, moi ça me fait très mal lorsque je passe sur Matongé, je passe sur Bandal, je vois les gens danser de matin au soir, prendre la bière. Lorsque je regarde à la télévision, il n'y a pas d'appel à la mobilisation. Heureusement, j'ai vu Politico.cd, un confrère. Et moi, j'ai emboîté les pas avec Liberté Actu qui a dit désormais, nous ne diffuserons plus la propagande du Rwanda. Peu importe cette propagande culturelle, économique, etc. Nous ne diffuserons plus cette propagande-là. Il faut que nos médias aient cette responsabilité. Vous renaissez aussi aux filles rwandaises. Mais justement, non, ça c'est autre chose. Il y a des gens qui ont épousé des Rwandais, ça n'a rien à voir avec ça. Mais il ne faudrait pas non, Eugénie, c'était un monsieur sérieux, il est marié. Faut pas... Et donc, Serge, il faudrait que nos médias lance aussi un appel à la mobilisation, à la responsabilité citoyenne et à la conscience que nous avons sur cette agression-là. Ce sont des éléments importants. Mais au-delà de tout ce qui s'est fait... Les FARDC en ont besoin, hein, exactement. Pour le mental. Exactement. Mais au-delà de tout ce qui s'est fait, j'ai vu l'appel téléphonique de Tshisekedi, et Macky Sall qui est intervenu. Serge, il faut l'admettre, c'est vrai qu'il y a des efforts qui se font au niveau de l'armée, mais nous sommes faibles. En relation internationale, les États n'ont que des intérêts. Il faut imposer un rapport de force. Et ce rapport de force que la RDC ne peut avoir, ce n'est que sur le plan interne, en mettant suffisamment de moyens, en battant les troupes. Il faut lancer des appels à rejoindre les troupes au front dans l'armée. Il faut mettre des moyens pour l'armée pour que nos FARDC aient suffisamment de moyens pour attaquer le Rwanda. Le Rwanda représente quoi? À peu près 14 millions d'habitants. Mais si le Rwanda a le culot de vous dire clairement, de menacer un État qui est composé, une nation d'ailleurs, qui est composée de 100 millions d'âmes. Le Rwanda a le culot de vous défier, c'est parce que le Rwanda maîtrise les insuffisances que nous avons au niveau de notre système sécuritaire, au niveau des services de renseignement, au niveau des services de la police, de l'armée, etc. Il est temps, comme Bosso l'avait dit, que le tireur des ficelles arrête et que l'on mette de côté tous ceux qui tirent des ficelles. Serge, ce sont... Il y a eu des députés, parlant de tirer des ficelles, il y a eu des députés ici qui disaient qu'il faut lever l'état des sièges. Mais justement. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Mais Serge, les combats ont commencé à partir de 2 h du matin jusqu'à 14 h. Et sur 3 axes, 3 fronts. Mais Serge, c'est là où était la résistance de ces éléments des FARDC
Le Rwanda passait avec ses... C'est là où je voudrais faire demander aux compatriotes qui font du populisme dans les médias pour dire qu'il faudrait arrêter avec cette histoire d'état des sièges, etc. C'est là où il ne faudrait pas jouer les jeux des agresseurs de la RDC. N'eût été cet état des sièges, mais la riposte jusqu'aux frontières du Rwanda, la RDC en serait incapable de le faire. Et donc, il y a des tireurs de ficelles aujourd'hui qui profitaient hier d'un chaos, et les pipements, ces députés, ces gens de l'Est, ils disent non, c'est l'échec, c'est l'échec. Et justement, et donc, si n'eût été cela, mais peut-être on aurait déjà perdu Goma. Il semble que la rébellion au écran là avait sous-estimé l'option militaire congolaise. On pensait que bon, c'est une affaire de 2 heures, on va finir, l'armée va battre en retraite. Mais ils ont été surpris par la puissance des faits. Parce que j'ai eu le temps d'échanger avec les autorités militaires de Kivu. La guerre a commencé à 2 heures du matin jusqu'à 14 heures et sur 3 axes. Aujourd'hui, est-ce que c'est peut-être que notre capacité de résistance, de résilience, a fait que l'Union africaine puisse prendre la question à bras-le-corps? Et dans cette négociation ou dans ce dialogue direct, nous devions garder la pression militaire et en même temps chercher à parler avec celui qui réorganise et celui qui arme cette rébellion écran. Merci Serge. Bon, dans mon temps d'antenne, en tout cas, je vais faire un toilettage technique. Je pense à mon ami Yves Bouyara. On va terminer par lui. Oui, donc écoutez, non, le délai de l'organisation des élections est constitutionnel. Je suis bien d'accord avec Beledou. Mais l'organisation des élections tout court n'a jamais développé un pays. Il faut des bonnes élections. Et des bonnes élections dépendent de ce qui se fait au niveau de toutes les institutions par rapport à cette organisation-là. Donc on ne peut pas prendre de manière isolée, on dit ok, la CENI, donner les moyens à la CENI et puis on a de bonnes élections. Ça ne peut pas se faire comme ça. Il faut, au niveau du gouvernement, que ce soit une organisation cohérente avec la CENI, avec l'Assemblée, le Parlement, les partis politiques, c'est un tout. Malheureusement, quand j'ai développé l'axe organisation au niveau des partis politiques, vous avez retiré la parole. Serge m'avait retiré la parole, mais je devais développer les autres axes. Mais le plus essentiel, c'est que nous voulons tous les élections, mais pas des élections pour les élections, mais plutôt des bonnes élections qui ne vont pas amener les gens à mourir. C'est vrai que les contestations, il y en aura toujours. Mais par rapport à cette question de l'Est du Congo, la première chose, moi je pense qu'il faudrait que les discussions, parce que c'est vrai, Macky Sall s'investit pour pouvoir mettre les deux camps ensemble, Kinshasa et Kigali, mais il ne faut pas que l'option dialogue suspendre les opérations militaires en cours. Très bien. Il faudrait continuer avec cette pression-là. S'il faut entrer au Rwanda, c'est le moment. Moi, je crois qu'il faut maintenant faire ce que Mouzé avait dit, retourner la guerre d'où elle est venue. Il faudrait un peu qu'à Kigali, les gens courent un peu aussi. À un certain moment. Parce que trop, c'est trop. Comme ça s'est fait à Massissi. Comme ça s'est fait à Massissi, à un certain moment, il faut que les gens mettent aussi les bagages sur la tête, qu'ils courent un peu les rues. Il faut qu'on voie ça aussi à Kigali. Moi, en tant que Congolais, je suis révolté par plus de 10 millions de morts dans l'est de mon pays et continuer à voir ça. J'ai dit non, ça ne peut pas continuer. Mais il y a une sorte donc l'option, hein? Oui, il y a une sorte de diplomatie au niveau de la sous-région, au niveau de la communauté internationale. Et Tshisekedi le savait. En arrivant au pouvoir, il le savait, il l'avait découvert. C'est comme ça qu'il s'était dit, on va d'abord avec l'option diplomatique. La bonne foi. La bonne foi. Je vais montrer à tout le monde que je vais être ensemble avec mes frères, mes voisins, pour pouvoir développer l'Afrique. Ils vont discuter autour de quoi? Les discussions là vont porter autour de quoi? Mais il n'y a rien à discuter. Il n'y a plus rien. C'est ça qui accuse le Rwanda d'agresser. Serge Kabongo, il n'y a plus rien à discuter. Qu'est-ce que Paul Kagame revendique au fait? Qu'est-ce qu'il veut? Tout ce qu'il veut, c'est que les FDLR, qui sont une menace supposée contre son peuple ou contre son gouvernement ou son pouvoir, qui sont en RDC, que le gouvernement congolais puisse les livrer. Mais par le passé, qu'est-ce qui s'était passé? Mais on a fait entrer des troupes rwandaises ici. Par le passé, on a pris des FDLR. Ils en avaient traqué combien? Par le passé, on a pris des FDLR. On les a livrés au Rwanda. À la MONUSCO d'abord. À la MONUSCO, puis la MONUSCO les a livrés au Rwanda. Mais qu'est-ce que Kagame a fait? Il les a recyclés et retournés au Congo.
C'est connu de tout le monde. Il y a un rapport de la MONUSCO qui le dit. Alors maintenant, Paul Kagame cherche à ce que le gouvernement congolais dialogue ces deuxièmes revendications, au-delà de ce qu'ils revendiquent pour les FDLR, qu'on leur donne les FDLR. Mais encore, il y a eu encore d'autres efforts de Tshisekedi. Il a dit, ok, nous allons mettre en place une force commune. Venez avec nous, cherchons les FDLR. Ils sont arrivés, ils ont cherché les FDLR, ils ne les ont pas vus. Finalement, ils sont rentrés. Alors maintenant, deuxième revendication, ils disent non, non, le président Tshisekedi doit dialoguer avec les M23 qui constituent un problème chez lui. Donc lui devient ce qu'on appelle porte-voix des M23. Voilà, justement. Donc c'est le défenseur du M23 maintenant pour Kagame. Alors il dit Tshisekedi doit... Ce n'est plus un groupe rebelle congolais. Non, non, ce n'est plus un groupe rebelle dans la peau du M23. Alors il demande à Tshisekedi de pouvoir négocier avec ce M23 qui pille, qui tue, qui massacre. Alors là, le président Tshisekedi dit niet. Nous ne prenons pas langue comme l'a recommandé l'Assemblée nationale, le Parlement. Il y a une résolution du Parlement qui interdit au gouvernement congolais de pouvoir dialoguer avec ceux qui ont pris les armes contre la République. Alors, pour ça, Tshisekedi dit, niet, je ne peux plus. Je ne peux plus. Alors, ce qu'il faut maintenant, un peu comme mon ami Beledou, il faut une mobilisation tous azimuts de tous les Congolais. Malheureusement, il y a des Congolais aujourd'hui qui trouvent le plaisir. Oui, qui trouvent le plaisir. Serge Kabongo a publié les messages de Kagame, les messages du Rwanda. En passant, je signale que nous n'avons rien contre le peuple rwandais. Vous parlez ici des filles rwandaises. Nous avons beaucoup d'autorités congolaises, surtout de l'époque du FCC, qui se sont mariées aux Rwandaises. Mais aussi, ça c'est très important. Il ne faut pas oublier Serge Kabongo. Oui, il y en a. Il ne faut pas oublier Serge Kabongo, même si vous m'avez indexé quelque part. Non, non, nous ne sommes pas dans ça. Oui, oui, dans la femme, il n'y a pas que ça. Dans la femme, il y a aussi la tête. Non, non, Serge Kabongo. Vous savez, lorsqu'on parle de l'infiltration, qu'est-ce que les nations font? Les nations vous envoient leurs belles-filles. Ils vous envoient leurs belles-filles, ils viennent travailler dans vos hôtels, ils viennent travailler comme hôtesses, elles viennent travailler comme bonnes dans vos maisons, mais sont des infiltrés, sont des espions. Même du temps d'Israël contre l'Égypte, c'était comme ça, s'est passé comme ça. Donc nous ne pouvons pas ici renvoyer toutes les filles rwandaises qui sont chez nous, mais il nous appartient à nous de savoir qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir rendre efficace notre service d'intelligence, nos services de sécurité, d'intelligence, de renseignement et tout, pour que nous puissions faire face à contourner l'infiltration chez nous, même au sein des FARDC, au sein des services de renseignement. Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que l'Union africaine, depuis Kagame lui-même en était le président en 2018, l'Union africaine sous Félix Tshisekedi, maintenant c'est sous Macky Sall, est-ce que l'Union africaine ne sait pas? L'Union africaine n'a pas des éléments probants que derrière cette rébellion et quand cette pseudo-rébellion, il y a la main noire de Kigali. Le président Félix a réussi. C'est sur ce plan-là que je dis, la stratégie du président Tshisekedi a réussi au moins à montrer à ses frères de l'Union africaine, même de l'ONU, que voilà, moi je suis venu avec la bonne foi, mais regardez ce qui se passe. Lorsqu'on arrête les deux individus rwandais, les deux sujets-là, non, voilà, le Rwanda raconte, non, ils étaient arrêtés dans le territoire rwandais. Donc notre armée est entrée dans le territoire rwandais et le Rwanda n'a pas dénoncé. Voilà. Il vient seulement dire que voilà, on a enlevé mes deux militaires. Mais lorsque l'armée congolaise est entrée sur son sol, vous voyez vraiment Kagame voir les militaires congolais entrer sur son sol et ne pas alerter le monde. Donc c'est quelque part l'hypocrisie de nos frères africains. Et jusqu'à là, nous n'avons pas encore entendu une condamnation. Même de la région. Au niveau de la sous-région. Pour condamner, personne ne condamne. Je ne sais pas. Mais ce sont plutôt nos confrères journalistes. En tout cas, je salue, lorsque je regarde les débats politiques de nos confrères journalistes d'ailleurs, d'Afrique, ils condamnent fermement, ils parlent de nous, ils condamnent Kagame. Mais le président, regardez, aucun président ne prend position par rapport à cette agression. Oui, même pas la RTNC, un débat national. Non, même pas.
L'air technicien dans des histoires. Oui, mais là, c'est votre ami Mouyaya qui doit organiser ça, malheureusement. Il n'est pas dans ça. Il n'est pas dans ça, malheureusement. Mais quand on va créer encore une émission pareille, on va dire Mouyaya commence à s'inspirer. Non, mais je ne demande pas que lui anime, parce que bientôt on verra, il va animer une émission, il va appeler le ministre de la décentralisation, il va appeler le ministre, et lui va animer, il sera au milieu. Belodou, tu as une question? Ok. Voilà, tu as une question, il va animer une émission comme ça. C'est pas ça qu'on lui demande. Un débat, comme ça, comme vous organisez là, pour une mobilisation. Voilà ce qu'on lui demande, c'est tout. Ah, on a senti quand même l'union sacrée. Hein. Tout a commencé par Fayoulou lui-même qui a demandé la mobilisation. Exact. Mouzoutou annonce un sit-in. C'est vraiment une question qui dépasse nos acquaintances. Exact. Alors, finalement, quelle attitude, par exemple, pour nos amis de la sous-région? Les Kenyans qui est avec Félix, qui sont nos amis, qui nous soutiennent aujourd'hui, que ce soit au niveau de la communauté internationale, je vais parler des pays des conseils de sécurité, je vais parler quand même au niveau de l'Europe, qui peuvent porter notre cause sur... Mais Serge, comment voulez-vous que les amis extérieurs portent votre cause alors que sur le plan interne, vous n'avez pas cet esprit, ce sursaut patriotique? Lorsqu'un État est agressé, on l'a vu en France avec De Gaulle par exemple, il a mobilisé tous les Français. Mais les tout ça, on n'a pas de... Attendez, Serge, j'en viens. On n'a pas de couleur. Lorsque vous savez, vous vous reconnaissez avoir les sons de Kimpamvita, les sons de Mobutu, de Nengampeta, de Fumukimbangu, de Lumumba, vous n'avez pas besoin que Tshisekedi vous dise, monsieur, vous êtes agressé de l'autre côté. Il faudrait avoir une attitude de Congolais, de patriotes. Mais regardez ce qui se passe dans la classe politique. Les gens prennent l'agression du Rwanda comme un fonds de commerce politique pour faire du populisme. Regardez les communicateurs de tel bord politique, nous, pour ne pas les citer. Regardez les responsables politiques. On joue les jeux de l'autre sens. Mais justement, on étale la faiblesse, c'est là où je dis, la mobilisation devrait partir de nous. Il faut que les opposants, comme on l'a vu un peu dans le Brexit en Angleterre, lorsque l'Angleterre, la Grande-Bretagne voulait quitter l'Europe pour garder les livres sterling, pour garder les valeurs du royaume, mais tous les Anglais se sont mobilisés. L'opposition, la société civile, le pouvoir, comme un seul homme, parce que c'était leur destin. Les Congolais doivent se mobiliser. Katumbi, Kabila, Fayoulou, etc. Sur des questions qui concernent la souveraineté du pays, on doit se mobiliser. Et l'exemple doit partir en interne et cela doit sortir à l'extérieur. Mais la grande prouesse, signal fort la grande prouesse de Tshisekedi, Serge, je chute par là et je vais terminer par là, c'est que il faut chuter sans se casser. Durant 20 années, on n'a pas su trouver une recette pour la partie Est. On a tâtonné sur les vrais agresseurs de l'RDC, pourtant c'était un secret de polichinelle. On a dit que c'était une première. Tshisekedi a su prouver à travers les recettes. Par rapport à l'opinion publique qui a... Non, c'était par rapport justement au système. On vous a dit par exemple que ces régimes-là avaient amené un chef d'état-major général rwandais ici, mais il n'est pas venu seul. Il était venu avec ses troupes. Si lui est parti, mais son adjudant, ses commandants des bottes, etc., où sont-ils? C'est là où certains parleraient de l'infiltration. Et donc, aider le pays justement à connaître, à mettre hors d'état de nuire tout ce qui infiltre le pays, ça sera le pouvoir de Tshisekedi et ça restera gravé dans ce pays. Sur mon ami Yves Bouya, j'aimerais quand même placer un mot. Justement, on va quand même penser à lui. Lui, il va prendre la parole et vous allez terminer l'émission. Un clin d'œil à notre ami Yves Bouya. Première nuit en prison de Makala, après en avoir passé 3 au niveau du cachot du parquet près la cour d'appel de Kinshasa. Non, j'appelle la corporation à pouvoir travailler pour un apaisement. C'est très important parce que lorsque quelqu'un va se plaindre en justice, ça signifie qu'il est lésé. Ok, est-ce que c'est le moment d'attiser le feu? Est-ce que c'est le moment de commencer à condamner, non dire Yves Bouya est mauvais, Israël est mauvais? Est-ce que c'est le moment? Parce qu'en ce moment, est-ce qu'un journaliste, femme et enfant, un journaliste peut traduire son confrère en prison? Bon, je discutais longuement avec Edmond Izouba sur la question. Moi, je pense que... On vous a dit ça à l'école et on vous a dit ça dans vos rédactions. Là où vous avez été formé comme jeune journaliste jusqu'à ce que vous êtes devenu un journaliste peut porter plainte contre un fait de presse. Nous ne pouvons pas répondre oui ou non directement à cette question-là. Parce que nous ne pouvons pas limiter la justice de notre pays, Serge Kabongo. La justice de notre pays, n'oublions pas que toutes nos organisations, que vous soyez avocat avec l'ordre des avocats et tout ça, la justice est au-dessus.
Donc il y a à un certain moment les limites au niveau de nos organisations, mais la justice est au-dessus de tout. Si donc la je ne justice peux pas répondre, je comprends. Je ne peux pas dire non. Admettons que moi je vienne aujourd'hui, c'est l'exemple que j'ai donné à Edmond Izuba, j'ai dit je viens, je tue ton frère. On dit non, non, Denis Kaninda, c'est mon confrère. Un journaliste ne peut pas amener un autre journaliste en justice. Je dis non. Je tue ton frère, c'est une infraction. Non, ça, c'est pas un fait de presse. S'il vous plaît, laissez-moi donner mon point de vue. Sur des infractions passées par les médias. Laissez-moi donner mon point de vue. Donc, je rappelle que vous êtes membre de la commission de la carte. Voilà. Je tue votre frère et puis vous dites non, non, c'est mon confrère, on va aller à l'UNPC. Non, non, vous irez en justice. Donc ça sera des droits communs. Laissez-moi donner mon point de vue, Serge Kabongo. Donc ça sera Denis Kaninda traduit en justice par Serge Kabongo, par Edmond Izuba. Donc ça, ce n'est pas exclu. Ça, c'est la première manche. La deuxième manche, c'est que pour les délits de presse, je crois que ça se résout au niveau de la corporation. Ça, c'est la deuxième manche. La troisième manche, c'est que nous devons faire un effort, Serge Kabongo. Nous devons éviter pareille chose parce que je voudrais que ce soit le dernier cas où un journaliste est en justice contre notre journaliste. On a vu le cas Joël Kadé, Patrick Lokala. Aujourd'hui, c'est Israël Moutombo, Jeff Caleb et Patrick Lokala. Et après, c'est Israël Moutombo, Yves Bouya. Je voudrais que ça soit le dernier. Mais pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut? Nous devons éviter l'insulte facile. Nous devons éviter de prendre nos problèmes en tant que journalistes, les amener dans les médias. Nous devons éviter ça. Voilà. Quand j'ai un problème avec Serge Kabongo, je ne peux pas en parler à la télévision. Et celui qui présente l'émission ne doit pas m'autoriser à développer un discours contre un confrère sur son plateau. Nous devons éviter ça. Merci beaucoup. Allez, Yves Bouya, un mot à cet ami, à cet Oui, Yves Bouya, j'ai parlé avec lui ce matin. C'est un ami qui a le nerf solide. Vous savez, lui, c'est un combattant. C'est quelqu'un qui est dans le combat et il a les nerfs solides. Il m'a dit, Bélédou, je suis bien ici, mais je sais qu'il n'est pas bien. C'est avoir un ami en prison. Ça fait du bien à personne. Kassonga Silundepe à son âme disait, la place du journaliste, ce n'est pas en prison mais à la rédaction. Mais ce que je voudrais dire, Serge, il y a les sages qui disent, vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Ici, je voudrais apaiser la corporation. Vous pouvez passer dans les médias, traiter Israël Moutombo de tous les noms d'oiseaux. Ça ne va rien changer. Vous pouvez passer dans les médias, traiter Yves Bouya de tous les noms d'oiseaux. Ça ne va rien changer. Nous sommes une corporation, comme on le dit. N'étalons pas ce que nous avons de précieux sur la place publique. Serge, je suis tenté de dire que nous sommes la corporation la plus désorganisée de toutes les corporations qui existent dans ce pays. Regardez l'Ordre national des architectes. Ils ont des problèmes. Non, sérieusement. Regardez l'Ordre national des avocats. Regardez l'Ordre national des médecins. Serge, vous savez pourquoi j'évoque tout ceci? C'est parce que justement, l'UNPC est faible. Dans structure. Si vous avez... Moi, j'avais un problème avec un avocat, un voisin. Il a des gros cylindres. Il vient parquer ses gros cylindres devant nos portes jusqu'à minuit. Vous arrivez avec votre véhicule, vous ne savez pas rentrer chez vous. Je vais poliment poser les problèmes à cet avocat. Il m'insulte comme pas possible, puisque j'étais en culotte et cinglé. Il dit qu'il n'enlève pas. Je suis allé me plaindre à l'ordre des avocats. Il est venu le matin, il m'a supplié comme un gamin. J'avais fait 2 jours, je ne le recevais pas. Il fallait refuser. Madame a insisté, c'est comme ça que madame a dit. Et le type là, il dit, madame me pose la question, au fond, il y a la police, au fond, il y a wapi, au fond, il y a l'ordre national des avocats. À l'époque, c'était Koko Kayudi. C'est-à-dire, il faut organiser notre corporation. Si nous renforçons, selon l'esprit des états généraux, l'UNPC, Serge, quand vous dites à un journaliste, si vous continuez, je vais aller au tribunal de pair, il aura peur justement. Très bien. Je pense que la solution passera par là, mais sinon, nous continuons à travailler avec les amis, les aînés, etc. Merci beaucoup. Notre ami sera en liberté. Force à lui. Merci beaucoup. Allez, cher Yves Bouya, Wabou Diadia, plein d'œil à vous, cher ami. Nous vous aimons et nous vous aimerons toujours. Courage à son épouse et à ses 2 enfants.
que nous allons peut-être passer rendre visite le soir à Bandalungwa. Merci à vous d'avoir été des nôtres, à toute l'équipe technique, aux invités également. 9h30, ça sera demain, 3e jour pour votre émission. Bonne évasion sur les antennes des canaux.